Tribunal de Laon. Lundi 14 novembre 2016, s'ouvre le procès d'une affaire unique dans les annales judiciaires. La cour. L'audience est ouverte, asseyez-vous. Dans le box, deux femmes. Véronique Pierret, une infirmière de 56 ans. Ici, avec des béquilles. À ses côtés, Émilie Viseur, une jeune femme de 29 ans. Après 3 ans de détention provisoire, les deux amies sont méconnaissables et feraient presque pitié. Et pourtant, elles sont accusées d'avoir commis un crime atroce. D'un commun accord, elles auraient fait assassiner leurs ex-conjoints respectifs. C'est un arrangement entre amis. Je t'aide, tu m'aides, on se débarrasse de nos ex. C'est comme dans un film américain. Je tue un tel si tu m'aides à tuer un tel. Voici l'incroyable histoire d'un pacte criminel entre deux femmes assoiffées de vengeance et sans scrupules. Elle lui a dit, texto, je te buterai et tu le verras pas venir. C'est un cauchemar. Et si tout le monde était comme ces deux femmes, les rues seraient jonchées de morts. C'est un truc de fou. Dans ma carrière de policier, deux femmes comme ça, aussi machiavéliques, c'est une première. J'ai jamais été confronté à un tel scénario. Ah, là, c'est vraiment... c'est du haut vol. Elles sont diaboliques. Tout commence le vendredi 15 mars 2013. Myriam s'apprête à rejoindre son compagnon Dominique Laplace dans son pavillon de Caumont, un petit village de 600 habitants près de Compiègne. J'arrive chez Dominique, il doit être à 17h50. Donc là, j'arrive, le portail est ouvert, donc je rentre dans la cour. Mais alors que Myriam s'apprête à se jeter dans les bras de son amoureux, la jeune femme va finalement plonger dans l'horreur. Et je frappe et j'entre, la porte n'étant pas verrouillée. Donc j'entre et dans l'entrée, je trouve donc Dominique dans une mare de sang. Myriam va découvrir le corps de Dominique Laplace, tout près de la porte d'entrée, allongé, face contre terre, pieds nus. À ce moment-là, effectivement, elle est choquée. Elle est affolée, elle crie, elle est désespérée, elle ne comprend pas. En fait, moi, j'étais dans un état de sidération, en fait. Je l'ai appelé plusieurs fois, je me suis approchée de lui. Comme il ne bougeait pas, je ne savais plus ce qu'il fallait faire. Évidemment, Myriam appelle immédiatement les secours. Mais à leur arrivée, il est trop tard. Les secours vont constater le décès de Dominique Laplace. Le pompier m'a dit que c'est fini, quoi. Ah ben là, c'est comme si, physiquement, c'est comme si vous avez un pain de glace qui vous transperce de la tête aux pieds, en fait. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'avais l'impression d'avoir froid, quoi. C'était un cauchemar, quoi. Je suis dans un cauchemar, en fait, c'est pas possible. Myriam alerte les sœurs aînées de Dominique, Françoise et Chantal. Elles se précipitent au domicile de leur petit frère. J'arrive, il y a toutes ces voitures, et je dis, mais Dominique est blessé. On m'a dit, non, non, il est mort. C'est difficile. Et au volant de ma voiture, j'arrêtais pas de répéter. Je vous en supplie, mon Dieu, je vous en supplie, mon Dieu. Je criais. Les gens ne savaient pas encore qu'il était mort. Parce qu'on l'avait assassiné, je ne le savais pas encore. En effet, la mort de Dominique Laplace est loin d'être le seul choc pour ses proches. Car les gendarmes vont aussi leur apprendre qu'il a été tué dans d'abominables circonstances.
Manifestement, on se rend compte immédiatement qu'il s'agit d'un décès qui n'a rien de naturel, un décès qui a été très violent. Nous constatons des traces de défense au niveau des mains, donc il a été coupé par la lame d'un couteau. Il y a eu forcément une altercation entre Dominique Laplace et son agresseur. Il y a eu une lutte. Mais surtout, selon le médecin légiste, Dominique Laplace a été la cible d'un tueur impitoyable qui ne lui a laissé aucune chance. Dominique Laplace est décédé d'une plaie par arme blanche au niveau du cœur. Il a été poignardé en plein cœur. Il est mort en moins d'1 minute, ou 1 minute maximum. Quand on est poignardé en plein cœur, ça laisse entendre qu'il n'y a aucune chance de survie. On veut vraiment atteindre la vie de la personne et puis l'éliminer tout de suite, quoi. Pire, selon l'expert, alors que Dominique était déjà décédé, son meurtrier s'est littéralement déchaîné sur lui. Après cette mort, on a continué à le frapper. Il a été frappé à plusieurs reprises, donc derrière la tête. Il y a eu un acharnement et ça signifie que l'agresseur a toqué à cette porte en sachant pertinemment qu'il allait tuer Dominique Laplace. Ce type d'acharnement peut laisser entendre une vengeance ou quelque chose de ce type-là. Pour les proches aussi, c'est le coup de grâce. Ça paraît inconcevable, mais ayant pris un coup de couteau en plein cœur, étant déjà au sol, on lui remet un coup. Là, vous avez juste envie de vomir. Alors, qui a poignardé Dominique Laplace en plein cœur avant de s'acharner sur son cadavre? Et surtout, pourquoi? Pour le moment, le mystère reste entier, car le meurtrier a pris soin de ne laisser aucun indice derrière lui. Le tueur n'a laissé aucune trace, pas d'ADN, pas d'empreinte digitale, pas de postillon, même pas un cheveu. Et ça, c'est extrêmement rare sur une scène de crime. La police découvre toujours un micro-élément. On est presque sur un crime parfait. Même sur le corps de Dominique Laplace, il n'est retrouvé aucune trace ADN. Et puis, autre difficulté, la victime n'a absolument pas le profil d'un homme à problème. Bien au contraire. À 45 ans, Dominique Laplace était considéré comme un homme généreux, toujours prêt à aider son prochain. Son métier l'atteste, puisqu'il était éducateur spécialisé depuis 18 ans. Dominique s'occupait d'enfants qui avaient des problèmes relationnels avec les parents. Il aimait beaucoup les enfants avec qui il travaillait et je pense qu'il l'aimait bien aussi. Je pense que oui, ils étaient très attachés à leur éducateur. Ouais. Un jeune homme bienveillant et bon. À Caumont, dans l'Aisne, l'homme semblait mener une vie paisible, centrée sur la nature. Les activités tournaient souvent autour des sorties en forêt. Il avait toujours des petites anecdotes à raconter sur telle fleur, telle fougère ou tel animal qui était passé, on regarde des traces. On l'appelait un peu l'homme des bois. La nature, c'était extrêmement important pour lui. Ouais. Dominique Laplace, c'était un homme passionné. Féru d'archéologie, l'éducateur aimait aussi jouer les chasseurs de trésors. Il avait un goût particulier pour la prospection. C'est une activité qui consiste à aller avec son détecteur sur certains terrains, dans des champs, dans des zones agricoles, et à récupérer des pièces anciennes, éventuellement des bijoux très anciens. Et les gamins semblaient beaucoup apprécier ce type de sortie. Et puis surtout, depuis 2 ans, Dominique avait trouvé l'amour avec Myriam, une copine de lycée. C'était quelqu'un de très prévenant, très gentil, très drôle. Nous, on se marrait beaucoup, quoi. On s'entendait bien, quoi. Dominique Laplace, c'est un homme qui n'a pas de problème, qui n'a pas d'ennemis. Donc on n'a que du positif, rien qui permette dans l'immédiat de confondre le ou les auteurs.
A priori, Dominique Laplace semblait donc mener une vie normale et sans conflit. Seulement les gendarmes ne vont pas tarder à découvrir qu'en réalité, il y a une personne dans l'entourage de Dominique qui ne le porte pas vraiment dans son cœur. Entendue par les gendarmes dès le lendemain du crime, Françoise, la sœur de Dominique Laplace, va faire des déclarations détonnantes. Elle en est persuadée. C'est l'ex-compagne de son frère, une certaine Véronique Pierret, qui l'aurait éliminée. Quand on m'a dit il est arrivé un drame chez Dominique, j'ai pensé que c'était elle qui l'avait tué tout de suite, immédiatement. Véronique Pierret, c'est la femme avec qui Dominique a passé 13 ans de sa vie. Véronique Pierret, c'est une infirmière qui a 54 ans. Cette femme est un peu excentrique, hein. Elle appelle tout le monde chérie, elle est assez exubérante. Véronique Pierret est décrite comme une très belle femme. Une femme, dira même le médecin-chef de service, sensuelle et sexuelle. Elle est séductrice, elle est enjouée, elle est enjôleuse. C'est une infirmière très particulière, très particulière. C'est en 1996, un peu par hasard, que Dominique fait la rencontre de Véronique. Il a 27 ans, elle en a 36. Et malgré ses 9 ans d'écart, le jeune étudiant tombe sous le charme de l'infirmière, irrésistible et surtout très entreprenante. Il avait eu un accident de voiture et il s'était cassé le fémur, donc il était dans son service. C'est parti immédiatement, quoi. Ce qui lui plaisait en elle, c'était cette désinvolture, cette extravagance. Lorsque j'ai vu arriver Véronique Pierret dans la famille, moi aussi, je me suis dit, oh là là, elle est flamboyante, cette femme. L'éducateur, réservé, et l'infirmière extravertie s'aiment passionnément. Une passion, parfois dévorante. C'est un couple qui est atypique. Ça va être une relation charnelle. Dominique Laplace et Véronique Pierret ont une relation aussi intense que destructrice. C'est un couple qui s'aime et qui se déteste. Ça a explosé et puis elle revenait. C'était tout le temps du je t'aime moi non plus, ouais, c'était ça. Seulement un beau jour, Dominique Laplace a décidé de rompre définitivement avec Véronique. Et selon sa sœur, c'est à partir de ce moment-là que les ennuis auraient commencé pour son frère. Car Véronique se serait montrée d'une extrême violence. Françoise nous a indiqué que lors d'une dispute, Véronique a jeté un pot de fleurs au visage de Dominique Laplace qui lui a cassé toutes les dents du devant. Elle s'est mis un objectif en tête, pourrir littéralement la vie de Dominique Laplace. Et ce n'est pas tout. Depuis que Dominique avait refait sa vie avec Myriam, la pression exercée par son ex serait montée d'un cran. Il s'est rendu compte qu'elle était dangereuse, quoi. Depuis la rupture, il était tout le temps sur le qui-vive. Il vit dans la peur parce qu'il a été victime de menaces. Véronique Pierret avait dit à Dominique, tu ne vas pas refaire ta vie comme ça, je te crèverai et tu ne sauras pas quand. Immédiatement, j'ai pensé que c'était elle qui avait mis sa menace à exécution. Une femme apparemment violente qui aurait menacé son ex-compagnon. Pour les enquêteurs, la piste est sérieuse, d'autant que Françoise n'est pas la seule à avoir des soupçons sur Véronique Pierret. L'enquête de voisinage et des proches effectuée par la gendarmerie confirme complètement les déclarations de Françoise, la sœur de Dominique Laplace. À chaque fois qu'une personne entendue désigne un éventuel assassin, à chaque fois c'est le nom de Véronique qui arrive. On va s'apercevoir que Dominique Laplace n'a qu'un seul ennemi, c'est Véronique Pierret. Véronique Pierret paraît comme le suspect numéro 1. On décide donc d'aller l'auditionner à son domicile.
Sans plus tarder, les gendarmes décident d'aller rendre visite à l'infirmière, à son domicile de Saint-Gobain. Et ils vont être surpris, car Véronique n'oppose aucune résistance à leur visite. Elle va même leur proposer son aide. Véronique Pierret, de prime abord, est une femme sympathique. Elle accueille les enquêteurs en coopérant. C'est quelqu'un qui est sûr d'elle, elle paraît sereine. On ne se dit pas que c'est la meurtrière de M. Laplace-Dominique. Non. Et voici ce que Véronique raconte aux gendarmes. Êtes-vous mêlé de près ou de loin à la mort de Dominique Laplace? Absolument pas. Je suis sous le choc. Je n'y comprends rien. Véronique nous soutient qu'elle ne l'a pas vu depuis 7 mois, qu'elle a tourné la page. Elle dit que même si parfois elle y en a voulu, que même si parfois ils ont eu des différends, des disputes, jamais, au grand jamais, elle ne pourrait attenter à ses jours. Elle lui en veut, mais malgré tous les litiges qu'ils avaient, ça ne peut pas justifier un meurtre. C'est ce qu'elle nous vend. À l'écouter, Véronique Pierret n'a donc rien à voir avec le meurtre de son ex-compagnon. Et elle a même un alibi pour le soir du crime. Un alibi qui paraît plausible. Selon le médecin légiste, donc Dominique Laplace est décédé au cours de la nuit du 14 au 15 mars, entre 22h et 23h. La veille du jour où Dominique Laplace a été retrouvé. Or, selon Véronique Pierret, ce soir-là, elle était chez elle, en famille. Une soirée qu'elle n'aurait ratée pour rien au monde, car Mallory, son neveu préféré, serait venu lui présenter sa nouvelle compagne, Émilie Viseur. Mallory Cubel, il est très proche de Véronique Pierret. Il la considère un petit peu comme une seconde mère. Et donc, il est venu présenter sa nouvelle petite amie, Émilie Viseur. Seulement, chose étrange ce jour-là, alors qu'elles ne se connaissent pas, Véronique et Émilie seraient devenues les meilleures amies du monde. Elle explique que le courant est passé avec Émilie Viseur, qu'elles se sont bien entendues. Émilie Viseur va se sentir en confiance avec Véronique Pierret, va lui raconter sa vie. Il y a vraiment eu un coup de foudre amical entre ces deux femmes. Elles passent la nuit à discuter comme deux vieilles copines. Et donc, pour la première fois, elles se rencontrent et elles deviennent inséparables, au point d'avoir besoin de se revoir le lendemain. Les enquêteurs vont bien évidemment demander confirmation et à Mallory Cubel et à Émilie Viseur, qui vont confirmer purement et simplement les dires de Véronique Pierret. L'alibi de Véronique semble donc solide, d'autant que matériellement, il semble impossible qu'elle ait pu faire du mal à qui que ce soit. On se rend compte que Mme Pierre et Véronique marchent avec des béquilles. Elle est obligée de céder de béquilles pour avancer. Elle ne peut pas en même temps tenir sa canne anglaise et poignarder au cœur Dominique Laplace. À ce stade de l'enquête, les gendarmes doivent bien l'admettre. Ils n'ont aucun élément pour étayer leurs soupçons à l'encontre de Véronique Pierret. Les gendarmes repartent un peu à zéro. Et ils se sont emballés avec un suspect qui était presque trop beau. Et d'un seul coup, tout retombe. Il n'y a plus rien. Alors, qui a tué Dominique Laplace ? Aussi fou que cela puisse paraître, c'est un autre crime qui va apporter aux enquêteurs un début de réponse. En effet, chose improbable, le lendemain de l'assassinat de Dominique, à 40 km de Caumont, le village de Laon a lui aussi été frappé par une affaire de meurtre. Cette fois-ci, la victime s'appelle José Barrère. Il a 47 ans, il est tatoueur de profession. La police de Laon, elle est en train d'enquêter sur le meurtre de José Barrère qui a eu lieu le 15 mars 2013, soit 24 petites heures après le décès de Dominique Laplace. Ce soir-là, José Barrère était tranquillement chez lui avec sa compagne, Laura, lorsqu'il va tomber dans un véritable guet-apens.
On regardait tout simplement la télé à ce moment-là. Donc il y a quelqu'un qui frappe au volet de la porte d'entrée. Et donc lui, quelques minutes après, il va ouvrir juste la porte sans ouvrir le volet. Il demande qui c'est, et là il dit excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Et là la personne lui répond si vous pouvez sortir s'il vous plaît, faire un constat, j'ai esquinté votre voiture. Une voix de femme lui explique qu'elle vient de rayer son véhicule, qu'elle lui demande de sortir. José s'exécute et sort dehors pour rejoindre cette femme qu'il ne semble pas connaître. Les minutes passent et ne voyant pas revenir son compagnon, Laura commence à s'inquiéter. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et du coup, j'ai décidé d'aller voir à la fenêtre qui donnait dans la rue. Et c'est là que je vois une voiture, la porte côté passager, claquer et partir à toute vitesse. Une voiture part en trombe. À l'intérieur, Laura semble apercevoir 2 silhouettes. Puis sortie. Et c'est là que j'ai vu plein de sang. José Barrère a reçu une balle en pleine tête. Du coup, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé les pompiers tout de suite. Accompagné par son amie Laura, le tatoueur est transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche. José Barrère est dans un état critique. Un médecin rentre dans la chambre et là, il nous dit on est désolé, mais José est en train de partir en fait. Qu'il n'y avait plus d'espoir, que c'était en train de se terminer en fait. Il ne lui reste que quelques minutes à vivre. Pourtant, José est encore conscient et il comprend même ce qu'on lui dit. Alors le brigadier Martel en profite pour tenter de l'interroger. Donc José ne pouvant s'exprimer, on adopte la technique de l'ardoise, où à l'aide d'une ardoise et d'un feutre, on lui demande d'écrire un nom. Ils lui ont demandé s'il savait qui pouvait lui en vouloir. Et là, miracle, avant de mourir, José Barrère va trouver la force de répondre. Il va écrire 3 lettres, E, M et L. Pour les policiers, EML, c'est une énigme. Il faut qu'on décode ces 3 lettres. Qui se cache derrière ces 3 lettres? C'est Laura, la compagne de José Barrère, qui va leur apporter une réponse. Ils m'ont demandé est-ce que vous avez une idée? Tout de suite, j'ai dit oui, bien sûr, son ex. Émilie Viseur. Donc EML, c'est donc les 3 lettres qui font partie du prénom d'Émilie. Émilie Viseur est désignée comme la meurtrière par son ex-compagnon en personne. Incroyable, car souvenez-vous, Émilie Viseur, c'est aussi cette femme qui sert d'alibi à Véronique Pierret pour un autre crime, celui de Dominique Laplace. Laurent, donc la nouvelle compagne, désigne Émilie Viseur comme étant la seule qui pourrait en vouloir à José. Et Laura de raconter aux enquêteurs que depuis leur séparation, José et son ex-femme se livraient une guerre sans merci à propos de la garde de leur dernier enfant. Ils se disputaient la garde de leur dernier enfant. On était sur une situation très très conflictuelle les concernant. Depuis qu'ils s'étaient séparés, lui pourrissait la vie bien comme il faut. On n'avait aucun problème avec personne, juste avec son ex. Alors, résumons cette affaire hors norme. 2 amies assoiffées de vengeance. Toutes les 2 soupçonnées d'avoir supprimé leurs ex. Les enquêteurs se demandent si les 2 affaires ne sont pas liées. On a quand même, à 24 heures d'intervalle, 2 hommes qui sont assassinés à leur domicile. 2 enquêtes distinctes qui soupçonnent les 2 ex. Et il se trouve que les 2 ex sont ensemble les 2 soirs où les crimes ont été commis. C'est quand même énorme.
Ça peut pas être une coïncidence. Là, à ce niveau-là, il n'y a plus de coïncidence. Là, vraiment, là, tous les curseurs sont orientés vers ce duo. On a le sentiment que donc, les deux femmes, Émilie Viseur et Véronique Pierret, auraient pactisé pour effectivement tuer leurs ex respectifs. Je t'aide, tu m'aides, on se débarrasse de nos ex. Un duo criminel pour éliminer 2 ex-compagnons gênants. Le scénario semble limpide. Et pourtant, les enquêteurs ne vont pas tarder à découvrir qu'ils sont encore loin de la terrible vérité. Le 20 novembre 2013, Véronique Pierret et Émilie Viseur sont placées en garde à vue. Les 2 suspectes sont auditionnés dans des salles différentes et d'emblée, les 2 femmes sont catégoriques. Elles vont immédiatement contester toute implication. Elles n'ont absolument rien à voir dans le décès de José Barrère et dans celui de Dominique Laplace. Alors les gendarmes décident de mettre la pression sur celle qui leur semble la plus fragile, la jeune mère de famille, Émilie Viseur. Le maillon faible, s'il y en a un, c'est plus Émilie Viseur. Donc Émilie, oui, c'est vrai, c'est une petite femme, fragile, ou en tout cas, elle veut se faire passer pour cela. Et les gendarmes ont eu raison, car après 10 heures d'audition seulement, la compagne de Mallory craque. Elle va spontanément dire aux enquêteurs « j'ai quelque chose à vous dire ». Voilà. Les enquêteurs vont lui dire « on vous écoute, Madame Viseur. Qu'avez-vous à nous dire ?» Et à ce moment-là, elle va dire « je sais qui a tué José Barrère et Dominique Laplace ». Et chose incroyable, Émilie Viseur va révéler que les 2 meurtres ont bien été commis par un duo, mais ce n'est pas celui que les enquêteurs soupçonnent. Voici ce que la jeune femme déclare. Je sais des choses graves. Mallory m'a avoué qu'il avait tué Dominique avec sa tante, Véronique. Il m'a aussi dit que c'était eux qui avaient tué José Barrère. Donc Émilie nous déclare que M. Laplace a été tué par la Tata et Mallory, et José a été tué aussi par la Tata et Mallory, par les 2 mêmes personnes. Selon Émilie, ce serait donc Mallory, son compagnon, et Véronique Pierret, qui auraient tué les 2 hommes. Et si elle n'a rien dit jusque-là, c'est parce qu'elle avait peur des représailles. Mallory et Véronique ont été très clairs. Ils m'ont dit que si j'en parlais à qui que ce soit, ils s'en prendront à moi et à ma famille. D'après ses dires, d'après ses propos, la Tata et Mallory l'auraient menacée, elle, ainsi que son fils. Elle explique avoir été paniquée et avoir fait l'objet de nombreuses menaces. Émilie Viseur va dire « je crains, j'ai peur ». Mallory et sa tante Véronique seraient-ils les seuls responsables des 2 crimes? Le jour même, le jeune homme est entendu par les enquêteurs et ce qu'il va dire est tout simplement stupéfiant. Mallory va avouer qu'il est l'auteur des crimes, mais qu'il y a été contraint par Émilie Viseur et par Véronique Pierret. Dans ses explications, Manipulé par sa tante et par sa compagnon, les 2 femmes ont atteint leur but, en fin de compte. Lui faire faire ce qu'elle voulait faire. Et voici l'incroyable accord qui aurait finalement mené à l'exécution des 2 ex-maris. Donc Émilie a demandé à Mallory Cubel d'aller tuer José Barrère. Émilie m'a dit « je n'en peux plus, fais quelque chose, débarrasse-toi de José ». Mallory, ne se sentant pas capable de faire ça seule, demande l'aide de sa tante, Véronique Pierret. Véronique Pierret, l'ancienne infirmière, lui aurait alors proposé un marché inimaginable. Elle m'a dit « écoute, si tu veux, je peux te donner un coup de main pour te débarrasser de ton mec. En échange, il faudra que tu m'aides à en faire disparaître un autre, mon ex. » Elle était déterminée à le tuer. La seule condition qu'elle a donnée, c'était de se débarrasser d'abord de Dominique. Au lieu de trouver une réaction, je dirais, saine
naturel, c'est-à-dire non mais enfin bon, vous êtes complètement fou, Véronique va avoir une réaction très curieuse en disant d'accord, oui je comprends bien ton problème, écoute je veux bien t'aider à condition que toi en échange tu m'aides à me débarrasser de mon ex. Alors, on s'imaginait un peu tout, mais pas ça. Comment on peut accepter d'aller tuer une personne en contrepartie d'un deuxième? Et là, c'est vrai qu'on a été un peu tous scotchés sur nos chaises. Et on s'est dit, waouh, c'est quand même fort de café, quoi. Comment on peut imaginer qu'elle va proposer un tel marché? C'est unique dans les annales judiciaires. Je crois que moi, j'ai jamais, en 38 ans de carrière, j'ai jamais vu un truc aussi fou, finalement. Le 22 novembre 2013, après 8 mois d'enquête, Mallory Kubel, Émilie Viseur et Véronique Pierret sont mis en examen pour double assassinat et complicité d'assassinat. Ils sont placés en détention provisoire. Pour les proches de Dominique Laplace, c'est le choc. Là, on se dit qu'on n'est plus dans la réalité, on se dit qu'on est dans une mauvaise série B, quoi, une mauvaise série américaine, quoi. Mais si tout le monde était comme ces deux femmes, les rues seraient jonchées de morts. C'est terrible quand même à penser que s'il n'y avait pas eu le deuxième crime, on n'aurait jamais pu élucider l'assassinat de Dominique. Et voici, selon Mallory, comment le trio aurait organisé le meurtre de Dominique Laplace et celui de José Barrère. C'est le jeudi 14 mars 2013 que les trois comparses auraient décidé de mettre leur funeste plan à exécution. Un scénario machiavélique où chacun va avoir un rôle bien précis. Leur passage à l'acte est parfaitement bien orchestré. La Tata et Mallory, eux, sont chargés d'aller exécuter donc Dominique Laplace le jeudi et José Barrère le vendredi. Quant à Émilie Viseur, elle doit servir d'alibi à ses deux complices. Émilie, elle, ne participe pas physiquement donc, aux deux meurtres. Elle brouille les pistes avec les téléphones, donc en restant chez elle. Elle envoie des messages du portable de Mallory Kubel en se faisant passer pour lui. Le but d'Émilie, c'est de prouver que Mallory a toujours été avec elle. Elle fabrique l'alibi de Mallory, mais également celui de Véronique, puisqu'elle affirme qu'elles sont ensemble les deux soirs. Il est 22 h lorsque Mallory se serait présentée chez sa tante pour éliminer la première cible du trio, Dominique Laplace. Donc, quand il décide de passer à l'acte, Véronique émet une condition. Cette condition, c'est de commencer par Dominique et de faire Barrère ensuite. Donc, il faut aller tuer Monsieur Laplace. Et selon Mallory, Véronique Pierret n'aurait rien laissé au hasard. Il y a 2 sacs, à l'intérieur desquels se trouvent des perruques, des bonnets. Ils se sont munis de gants. Des gants latex, des gants en laine. Ils avaient pensé à tout, afin d'être sûrs de ne pas être reconnus et de ne laisser absolument aucune trace. Aussitôt, la tante et son neveu prennent la route en direction du domicile de l'éducateur dans le petit village de Caumont. C'est Véronique Pierret qui va indiquer le chemin à prendre à son neveu, lequel conduit le véhicule automobile. Ils arrivent chez Dominique Laplace, ils se garent en bas de la rue. Véronique Pierret se dissimule à quelques mètres de la porte d'entrée. Elle porte une arme à la main, sa béquille. À l'intérieur, Dominique est paisiblement installé devant la télévision. Et pour le faire sortir de chez lui, là encore, Véronique Pierret aurait tout prévu. Dans l'assassinat de Dominique Laplace, Véronique n'aurait jamais pu se faire ouvrir la porte. Dominique la connaît par cœur, il la craint, et donc c'est Mallory qui va taper. Mallory frappe à la porte. Monsieur, il y a quelqu'un? Dominique ne se doute pas un seul instant qu'il va tomber dans un piège mortel.
Mallory prétexte qu'il a une panne de voiture. Il sait très bien que Dominique Laplace, c'est quelqu'un de sympathique qui va donc lui ouvrir la porte. Et c'est à ce moment-là donc, que Mallory poignarde en plein cœur à la place Dominique, lui laissant aucune chance. Le pauvre homme vient de décéder d'un coup en plein cœur. Et Mallory de poursuivre que sa tante serait alors rentrée subitement dans une rage folle, comme si elle était possédée. Elle est en crise. Elle est hystérique. Donc une fois que Dominique est à terre, Véronique prend une des armes avec laquelle elle était venue et avec l'aide de la crosse, elle le frappe à plusieurs reprises à la tête. Et elle lui porte des coups, tu peux crever, crève. Après s'être déchaînée sur le cadavre de son ex, Véronique Pierret aurait félicité son neveu. Elle est heureuse, elle jubile. Elle jubile, elle embrasse Mallory. Merci mon chéri, je vais maintenant dormir tranquille. Voilà. Voilà Véronique Pierret. Ne resterait plus aux deux complices qu'à éliminer les preuves gênantes. En chemin, il s'arrête en forêt de Saint-Gobain, dans un petit chemin de terre. Et là, il décide donc de brûler les vêtements. Donc il brûle les chaussures, le blouson, le pantalon. Pour ne laisser aucune trace. Malgré ce crime odieux, le pacte reste scellé et c'est comme convenu que 24 heures plus tard, le trio aurait récidivé. Cette fois-ci, c'est au tour de José Barrère, l'ex d'Émilie Viseur. Et là encore, le plan mis en place par les trois criminels fait froid dans le dos. Bis repetita, le lendemain, il faut aller au bout du pacte criminel. Véronique Pierret va au domicile d'Émilie Viseur pour récupérer Mallory Cubel. Mallory Cubel donc, suit la tata. Il se rend au domicile de Barrère-José. Là, donc, il se gare à proximité du domicile et donc descendent du véhicule. Cette fois-ci, c'est Véronique Pierret qui aurait servi d'appât. Et pour faire sortir le tatoueur, elle va utiliser un prétexte imparable. Et donc la tata frappe au volet et dit clairement qu'elle a rayé la voiture, qu'il faut faire un constat. Si on vient taper à ma porte à minuit ou à 1h du matin et que quelqu'un me dit, une femme de surcroît me dit « j'ai tamponné votre voiture », je sors, tout le monde sort. C'est là où elles sont fortes. José Barrère, malheureusement, ne va pas se méfier. À ce moment-là, il va suivre Véronique Pierret, qui va le mener à Mallory Cubel, qui lui tire une balle en pleine tête. Les deux repartent en voiture et s'échappent de la maison. Sur le chemin du retour, encore une fois, ils vont brûler leurs vêtements et se débarrasser des armes afin de ne laisser aucune trace. C'est un scénario intelligent et remarquable. C'est un scénario presque parfait. Hein. Dans ma carrière de policier, deux femmes comme ça, aussi machiavéliques, c'est une première. J'ai jamais été confronté à un tel scénario. Ah, là, c'est vraiment... c'est du haut vol. Il reste pourtant une énigme dans cette affaire. Pourquoi Émilie Viseur et Véronique Pierret seraient-elles rentrées dans cette folie meurtrière? Pour Véronique Pierret, le mobile serait la jalousie. Véronique Pierret, que l'amour de sa vie soit de nouveau heureux, qu'il soit heureux en couple avec quelqu'un, que ce quelqu'un, c'est pas elle. Je pense que là, pour elle, c'était insurmontable. Là, elle a compris que tout était vraiment terminé, quoi. Ça ne peut pas l'accepter. Donc le prix à payer, c'est cela. C'est la vie. Elle lui retire. Quant à Émilie Viseur, en mère possessive, elle aurait décidé d'éliminer José Barrère pour ne pas avoir à partager la garde de leur fils. Émilie Viseur, elle a été condamnée pour non-présentation d'enfant. Elle était obligée, de par un courrier, de présenter son fils. Donc José avait de nouveau le droit de garde.
L'échéance était là. Elle ne pouvait plus échapper aux foudres de la justice. Il fallait se débarrasser de José pour qu'il ne rencontre pas. Au moins, Émilie était tranquille. José ne verrait plus son fils et elle en aurait la garde. Le 14 novembre 2016, à Laon, s'ouvre le procès d'Émilie Viseur, de Véronique Pierret et de Mallory Kubel. Pour les accusés, l'enjeu est énorme. Ils risquent tous les trois la prison à vie. Première surprise. Dans le box, une chaise reste vide. Celle de Mallory, le bras armé des deux femmes. Il faut savoir que Mallory Kubel, après 10 mois de détention, a décidé de se pendre dans sa cellule. Mallory a expliqué, avant de mettre fin à ses jours, qu'il ne peut plus vivre avec ce qu'il a commis, que le poids de ses remords est tellement lourd qu'effectivement, il ne voit pas d'autre issue que la mort. Pour Laura, la compagne de José et sa famille, ici à droite. Mais aussi pour les membres de la famille Laplace, les vrais coupables de l'assassinat de José et Dominique sont bien présentes. Ça fait 3 ans et demi que nous attendons. Et pendant ces 3 ans, on a vécu à côté de nous, quoi. C'était... voilà. On n'attendait que ça. J'espère entendre un semblant de vérité. J'espère que les jurés, tout le monde va pouvoir se rendre compte du machiavélisme de ces deux femmes. Pour moi, le verdict ne peut pas être autrement que la perpétuité. Les familles des victimes l'ignorent encore, mais elles ne sont pas au bout de leur peine. Car bien qu'elles risquent la prison à vie, les deux accusés vont se comporter de manière particulièrement odieuse. Véronique Pierret, c'était une star. Elle envoyait des baisers à son entourage, comme une comédienne, quoi. Comme quand on reçoit les Oscars. C'est indécent. C'est tout simplement écœurant. Risquer la perpétuité et faire des sourires, faire des saluts, on est stupéfait. De son côté, Émilie Viseur va jouer un autre rôle tout aussi insupportable pour les familles des deux victimes. Émilie Viseur, elle a compris comment ça marche, hein. Elle joue la corde sensible. Pendant le procès, c'était petite voix, recroquevillée. Elle regarde ses chaussures, elle pleure un peu. À croire que, oui, elle a rien fait. Elle est dans la manipulation, elle est dans le mensonge. C'est une réalité. Pour les familles éplorées, le pire reste à venir. Car Véronique Pierret et Émilie Viseur ont décidé de profiter de l'absence de Mallory pour lui faire porter l'entière responsabilité des deux crimes. La position d'Émilie Viseur au procès, c'est de dire qu'elle n'y est pour rien, qu'elle ne savait rien et que c'est Mallory qui a orchestré tout ça avec Véronique. Quant à Véronique Pierret, voici l'histoire totalement improbable qu'elle va livrer aux jurés. Pour Dominique Laplace, elle souhaitait simplement discuter avec lui. Et pour José Barrère, il s'agissait seulement de récupérer des effets personnels à Émilie Viseur. Elle ne connaissait pas les intentions de son neveu. Il a pété les plombs 2 soirs de suite et curieusement, elle était présente à côté de lui à ce moment-là, à chaque fois. Un dérapage d'accord, mais pas 2, quoi. C'est complètement improbable, c'est même pas discutable, si vous voulez. Et à l'occasion d'une ultime provocation, Véronique Pierret va réserver aux proches de Dominique le clou de son spectacle. Et c'est là qu'elle va, devant la cour, devant la famille de Dominique Laplace, dire ce que je veux déclarer, ce que je veux révéler, c'est qu'avant de mourir, Dominique s'est tourné vers moi et m'a demandé pardon, pardon ma chérie, et il m'a dit je t'aime.
Dominique s'est même excusé de ce qui lui est arrivé. Dominique lui demande pardon alors qu'elle vient de le tuer, quoi. Pardon, ma chérie, je t'aime. Non mais... c'est un cauchemar. Là, ça a été, pour moi, ça a été le trop, quoi. Après 2 semaines de procès, le verdict tombe. Véronique Pierret et Émilie Viseur sont reconnues toutes les deux coupables de complicité d'assassinat sur José Barrère et Dominique Laplace. Le verdict est tombé, la sentence est tombée, 20 ans de réclusion criminelle pour Véronique Pierret, 10 ans pour Émilie Viseur. Je pense que 20 ans pour Véronique Pierret s'explique par le fait qu'elle était présente sur les 2 scènes de crime. Non, elle y va jusqu'au bout. Quand Mallory tape à la porte, elle sait ce qui va se passer. Et là encore, elle peut dire, bon allez, viens, on s'en va. Elle le fait pas, elle le laisse tuer. Et pire encore, elle s'acharne à coups de crosse sur la tête. Et 24 heures après, on recommence. Sans doute que les jurés et la cour ont estimé que Émilie Viseur n'était pas sur les 2 scènes de crime et que dans ces conditions, il devait être fait une différence au niveau de la sanction. Véronique Pierret et Émilie Viseur ne feront pas appel du verdict. Finalement, c'est peut-être la première fois depuis 4 ans que les 2 femmes assument leurs responsabilités dans ces 2 affaires. Mais pour les familles des victimes, aucune des 2 sentences n'est satisfaisante. Pour elles, la peine n'est pas à la hauteur du crime de José Barrère et de Dominique Laplace. Je savais que j'allais pas être contente. Que ça ne suffirait jamais. Ce sera jamais assez. Mais à ce point-là, 10 ans. C'est quoi 10 ans? Il restait 10 ans à vivre à José? Non, je crois pas, moi. Quand j'ai entendu 20 ans, j'ai dit, on vient d'assassiner mon petit frère une 2e fois. Les accusés transférés en prison. Reste maintenant le plus difficile, vivre à jamais avec l'absence des victimes. Il me manque beaucoup à la famille. Eh oui. Son rire. Et quand il me disait « Ma sœur, je t'aime, je t'aime, je t'aime », et qu'il me prenait dans ses bras. C'est ça qui me manque le plus.